Monsieur le directeur général, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'enseignement de la médecine au Collège de France est l'un des plus anciens. Il n'y a pas eu, au moment de la nomination des premiers lecteurs royaux, de médecins parmi ces 6 personnes, le grec, l'hébreu et les mathématiques, qui avaient la préoccupation principale de François Ier. Mais quelques années après 1530, nous avons des traces que Dubois, Sylvius, pour ceux que l'anatomie intéresse, qui a donné les premiers cours au Collège de France. Et puis, quelques années plus tard, Vidius, lui du Nervidien, a eu une chaire complète. Et depuis cette époque, sans discontinuité, il y a eu au moins une chaire de médecine au collège. Même à une époque, il y a eu 4 chaires de médecine. En fait, ceci recouvrait la botanique, la chimie, la chirurgie. Et le long de cette première période, qui s'est terminée vers le début du XIXe siècle, à vrai dire, les seuls noms qui ont émergé de cette succession de professeurs de médecine au collège, les noms sont ceux d'anatomistes bien connus. Parce qu'au fond, c'était l'anatomie qui était la science la plus moderne qui accompagnait à cette époque la médecine. Et puis est arrivée cette période assez étonnante dans l'histoire des sciences, comme de la médecine, du début du XIXe siècle, où l'on voit très clairement la médecine commencer à devenir scientifique. Dans le domaine clinique, ou plus exactement sémiologique, c'est l'ANEC qui, parce qu'il a eu la curiosité de placer un sillon de creux au contact du thorax d'un malade atteint d'une infection pulmonaire, entend brusquement un certain nombre de signes, et parce que c'était un anatomiste et qu'il avait fait énormément d'autopsies, un homme comme lui, en l'espace de 1 ou 2 ans, établit des corrélations entre les signes et des lésions, et c'est le début de la méthode anatomo-clinique qui a duré pendant très longtemps, et l'ancien étudiant en médecine que je suis, il y a 50 ans, a nagé dans cette méthode anatomo-clinique. C'était, pour reprendre l'expression d'un de nos collègues, le passage de la botanique des symptômes à la grammaire des signes. Et bien alors, simultanément, un médecin qui fait un service à l'Hôtel-Dieu m'indique que toutes les théories, tous les facras de considération théorique à casser, a bien senti qu'il était nécessaire, comme complément à la médecine, d'expérimenter. Et c'est vraiment Magendie qui, dans notre pays, et peut-être dans le monde, a été la charnière de l'introduction de la médecine, qui ne s'appelait pas expérimentale à l'époque, mais ça l'était. Et je n'ai pas besoin de rappeler que c'est Magendie qui a mis le pied à l'étrier de Claude Bernard, dont nous connaissons tous ici les travaux d'importance majeure. Il y a eu une longue succession d'éminents physiologistes, d'ailleurs, et d'inventeurs même de la biophysique médicale, et ce fut d'Arsondra. Et puis, je ne vais pas faire une leçon à votre place, mon cher frère, mais nous avons vu, depuis les dernières décennies, se développer un profil de médecin que j'envie. Celui d'hommes qui connaissent bien la clinique, dans une certaine spécialité d'ailleurs, et qui simultanément possèdent à fond un certain nombre de moyens d'approche scientifiques qui leur permettent de faire des progrès considérables. Vous appartenez, mon cher collègue, à cette catégorie, et vous connaissez peut-être immédiat M. Alperne, dont tout le monde sait les travaux remarquables sur l'allergologie et l'importance capitale
des antihistaminiques. Et puis, M. Dossé, avec ses travaux de toute première importance d'immunologie génétique, qui aboutirent à l'identification du système HLA avec ses portées pratiques majeures pour les greffes. C'est donc dans cette voie-là que la chaire de la médecine expérimentale a progressivement évolué. Nous sommes donc réunis ce soir pour vous écouter, prononcer votre première leçon, et c'est pour moi, non pas un devoir, mais un agrément, en suivant la tradition, de vous renouveler publiquement les félicitations des membres de l'Assemblée pour vous avoir élus à cette chaire réellement prestigieuse, et puis surtout pour faire les vœux les plus sincères pour le succès et de votre enseignement et de vos recherches. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est une petite marche à gravir, mais une grande étape à franchir à laquelle vous m'invitez, monsieur l'administrateur, mes chers collègues, en me donnant la responsabilité de la chaire de médecine expérimentale. Vous faites confiance aux médecins et aux chercheurs que je suis, ainsi que la compétence et au dynamisme de l'équipe médicale et scientifique avec laquelle je chemine depuis 20 ans, tant il est vrai que la recherche biomédicale aujourd'hui n'est plus une aventure solitaire. Vous venez de le rappeler, monsieur l'administrateur, cette chaire prestigieuse a été occupée de façon quasi ininterrompue depuis le XVIe siècle par les médecins illustres, dont Jean Dosset, mon prédécesseur. Et par là même, vous m'invitez à réfléchir à ce qu'est la médecine expérimentale aujourd'hui et à méditer sur ce que sera son enseignement demain. En 20 ans, la recherche médicale a progressé comme elle ne l'a jamais fait depuis le début de ce siècle. Elle tire profit des découvertes de la physique fondamentale, de la génétique moléculaire, de la biologie cellulaire, de la physiologie, de la psychologie, de l'épidémiologie. Même si l'application de ces découvertes dans la pratique médicale se fait parfois avec difficulté, et pour les impatients du progrès avec lenteur, nous percevons tous cet essor irrésistible de la médecine actuelle. Le corps devient transparent grâce aux techniques d'imagerie. La génétique moléculaire permet de décoder les gènes responsables des maladies héréditaires. La biologie et la physiologie cellulaire moderne ont permis d'établir des concepts physiopathologiques inédits à l'origine de la découverte de nouveaux médicaments. La prévention des maladies peut s'organiser grâce aux données fournies par l'épidémiologie et les essais thérapeutiques. D'observationnelle, la médecine est devenue décisionnelle, prévisionnelle, interventionnelle. Qui oserait prédire ce qu'elle sera dans les 20 années à venir et qui oserait revendiquer pour lui seul l'enseignement et la recherche dans son domaine le plus innovateur et le plus fécond, la médecine expérimentale. Cette tâche donc, je souhaite l'assumer avec le concours de cette prestigieuse maison et en particulier de l'équipe qui travaille avec moi. Monsieur l'administrateur, vous avez innové en permettant à un médecin hospitalier de continuer à assurer pleinement sa tâche médicale tout en exerçant l'enseignement de la chaire qu'il inaugure aujourd'hui. Je sais qu'innovation et tradition vont de pair dans cette maison, mais je sais aussi qu'il a fallu toute votre patiente et bienveillante détermination, ainsi que l'aide du ministère de la Santé et de celui de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, pour mener à bien ce projet qui concrétise la phrase de Claude Bernard « La médecine ne finit pas à l'hôpital, mais elle ne fait qu'y commencer ». Le médecin qui est jaloux de mériter ce nom dans le sens scientifique doit, en sortant de l'hôpital, aller dans son laboratoire, et c'est là qu'il cherchera, par des expériences sur les animaux, à se rendre compte de ce qu'il a observé chez ses malades. La recherche que nous menons avec mon équipe sur les mécanismes fondamentaux de régulation de la pression artérielle s'appuie sur la clinique d'hypertension de l'hôpital Broussais. Les questions que nous nous posons aujourd'hui
sur les gènes responsables de l'élévation de la pression requiert l'accès de patients que nous avons eu le privilège de suivre depuis 20 ans. Mes chers collègues, au cours des entretiens qui précédèrent mon élection à cette chaire, j'ai eu le sentiment exaltant de parcourir les grands domaines du savoir que le Collège de France enseigne. J'ai eu pleine conscience de ce que la médecine devait aux disciplines exactes et aux sciences de l'homme et de la société. Je souhaite que cette ouverture puisse ultérieurement se poursuivre afin d'enrichir mon enseignement. Le chemin du Collège de France ne m'était pas inconnu, car il y a plus de 20 ans, à l'époque où j'étais interne, je venais y assister aux cours de physiologie cellulaire. François Morel y enseignait les dernières découvertes sur les messagers cellulaires conditionnant la différenciation et le fonctionnement des cellules. En s'appuyant sur la physiologie rénale, François Morel, mon rapporteur à cette chaire, a démontré que l'on pouvait disséquer un organe complexe en ses différentes fonctions cellulaires et étudier en retour comment le travail des cellules spécialisées permet d'assurer une grande fonction intégrée de l'organisme. Le rein, la régulation de la pression artérielle, nul ne doute de leur interaction. C'est vous dire ma fierté et mon bonheur d'être à vos côtés. Qu'il me soit aussi permis de remercier tous ceux qui m'ont tant donné au cours de ces années de médecine et de recherche. Paul Miliez, qui m'a enseigné la médecine, l'hypertension artérielle, et bien plus encore m'a montré ce qu'est un médecin humaniste de notre siècle. Édouard Rousset, qui m'a accueilli et aidé dans son unité de recherche de l'INSERM à mon retour des États-Unis. Joël Ménard, le compagnon de route de toujours, des heures difficiles et de la joie des découvertes. Conserver la santé et guérir les maladies, tel est le problème que la médecine a posé dès son origine et dont elle poursuit encore la solution scientifique. C'est ainsi que Claude Bernard définissait le but de la médecine et la méthode pour y parvenir. L'Organisation mondiale de la santé s'est donné un objectif encore plus ambitieux, en définissant la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, prenant en compte l'homme au sein de son tissu familial, social et culturel. Si le champ de la médecine s'élargit, sa méthodologie reste expérimentale, n'étant, et je cite encore Claude Bernard, autre chose qu'un raisonnement à l'aide duquel nous soumettons méthodiquement nos idées à l'expérience des faits. Cet abord de la médecine nous semble aller de soi, lorsque nous voyons aujourd'hui des laboratoires de recherche côtoyer des services hospitaliers, où travaillent de concert médecins cliniciens et chercheurs de disciplines fondamentales variées. L'attrait pour la recherche fondamentale amène certains médecins cliniciens à devenir des scientifiques et inversement des scientifiques à se passionner pour les problèmes spécifiquement médicaux de leur discipline. Vous l'avez dit, monsieur l'administrateur, ce tournant historique date du milieu du XIXe siècle. Nous le devons à François Magendie et à Claude Bernard, qui forment ce que l'on pourrait appeler l'école de Paris, ou plus précisément encore, l'école du Collège de France. À la faculté de médecine, l'observation clinique et anatomoclinique résumait alors une recherche médicale essentiellement casuistique et nosologique. Cette démarche, pour utile qu'elle fût, ne pouvait finalement conduire qu'à une impasse. Elle ne pouvait aller au-delà de la simple description des lésions organiques en tentant de les rattacher aux signes cliniques. Les erreurs d'interprétation étaient inévitables. Ainsi, Bichat, anatomiste pur, mettait l'origine des maladies dans les tissus et non pas dans les humeurs. Il lui était impossible d'imaginer que les désordres fonctionnels puissent se produire avant des lésions organiques, alors que pratiquement au même moment, François Magendie disait « La médecine est la physiologie de l'homme malade » et que Claude Bernard s'écriait « Je suis la physiologie ». Ce fut leur génie d'estimer que les grands principes de la physique et de la chimie du non-vivant pouvaient être appliqués au vivant, que les méthodes et les mesures utilisées par les sciences exactes pouvaient l'être chez l'homme, que la physiologie et la pathologie pouvaient et devaient devenir des sciences expérimentales.
L'originalité de la démarche du médecin-chercheur apparaissait alors clairement. S'appuyant sur les principes des sciences exactes qui avaient fait leurs preuves, il devait résoudre les questions originales posées par la physiologie et la pathologie. L'observation au lit du malade, dans cet esprit, ne s'oppose pas à la démarche expérimentale. La médecine expérimentale ne saurait donc rejeter la clinique, disait Claude Bernard dans ses leçons sur le diabète. Elle s'appuie sur elle au contraire, puisque les faits cliniques sont les objets mêmes de ces explications et de ces investigations expérimentales. En un mot, dans la médecine expérimentale, la clinique conserve toute sa valeur, mais non pas une valeur exclusive. Aujourd'hui, plus qu'hier, la recherche biomédicale se trouve confrontée à 3 grands défis qu'il nous faut analyser. L'obligation d'explorer, d'étudier et d'exploiter tous les nouveaux champs d'émergence des connaissances scientifiques, la nécessité d'établir un lien entre elles dans la perspective de la compréhension des maladies, enfin le respect des questions éthiques que génèrent les progrès médicaux. Ces objectifs ne sont pas nouveaux. Au Xe siècle, Avicenne, en introduction à son poème qui traite de toutes les parties de la médecine, écrivait « J'ai vu que dans certains pays, l'art médical ne provoquait ni séance de discussion, ni controverse, tant dans les hôpitaux que dans les écoles. J'ai vu s'occuper de médecine, et sans l'avoir étudiée, des gens dépourvus de base scientifique, de toute notion de ces lois, et privés de toute formation morale. Ainsi se sont poussés en avant et donnés pour maîtres des hommes sans connaissance approfondie. » Pour progresser, la médecine se doit tout d'abord d'être à l'écoute permanente des découvertes techniques et scientifiques de son temps. Tel est le premier défi. Historiquement, la médecine a étudié l'anatomie, puis l'histologie des organes et des tissus. Progressivement, elle a exploré la cellule, unité minimale du tissu, puis les constituants microscopiques de celle-ci. Les progrès de la chimie et de la physique lui ont permis d'aborder la structure et la fonction des molécules du vivant. Parallèlement à cette approche vers des éléments de plus en plus simples, régis par des principes physiques et chimiques, la médecine tentait d'expliquer l'organisation du vivant dans des systèmes de plus en plus intégrés. Le fonctionnement normal et anormal des organes au sein de l'être vivant, l'étude du comportement individuel et des individus dans leur famille, leur relation avec les sociétés qu'ils composent et les nations qu'ils constituent. La complexité s'accroît lorsque l'on tient compte de l'évolution qui caractérise le vivant, de sa faculté à se reproduire et à créer d'autres systèmes d'organisation que ceux dont il est issu. Au fur et à mesure de la complexité de l'approche, depuis celle relativement simple de la physique de l'atome à celle globale de l'homme intégré dans la société, les rapports stricts de causalité qui pouvaient être établis entre des phénomènes élémentaires laissent progressivement la place à l'observation et au raisonnement probabiliste. À ce niveau, l'épidémiologie et l'utilisation des statistiques sont les méthodes de choix pour l'exploitation des données et la naissance des hypothèses. L'évolution rapide des techniques, des connaissances et des concepts amène le médecin-chercheur à continuellement reposer sa problématique en termes nouveaux. Les exemples abondent, mais prenons tout naturellement celui de Jean Dosset, mon illustre prédécesseur dans cette chaire. L'observation d'une agrégation anormale de globules blancs du sang chez des individus différents lui fit émettre l'hypothèse qu'il existait des groupes tissulaires spécifiques chez chaque individu. La démonstration s'est construite au fur et à mesure en s'enrichissant des techniques disponibles par la progression parallèle des sciences fondamentales. Ce système de groupes tissulaires, qui s'appelle HLA, a une fonction clé dans la réponse immunitaire. Il garantit la protection de l'individu contre le non-soi. Ceci montre qu'en recherche biomédicale, il ne peut y avoir de séparation. D'un côté, le biologiste fondamentaliste, préoccupé de ses travaux sur les mécanismes essentiels de la vie et peu intéressé par leurs anomalies que constituent les maladies, et de l'autre, le médecin,
confiné dans l'application des découvertes aux problèmes de ses patients. La recherche biomédicale nécessite des médecins qui réfléchissent journellement à la maladie et aient la formation scientifique suffisante pour poser les problèmes de physiopathologie en termes biologiques. Nous venons de voir que la première obligation de la recherche biomédicale est donc d'explorer et d'utiliser toutes les sciences. La deuxième nécessité découle de la première. Elle consiste à établir des liens entre elles dans la perspective d'une vue intégrée de l'homme sain ou malade. L'une des spécificités du raisonnement médical est d'être vertical et de croiser les différents niveaux horizontaux des sciences. En d'autres termes, considérons que la recherche biomédicale est une matrice à deux dimensions, où se situeraient verticalement les principaux systèmes physiologiques et les grands domaines pathologiques, et horizontalement les différentes disciplines scientifiques, depuis la physique atomique jusqu'aux sciences humaines et sociales. Les grandes pathologies médicales s'enrichissent ainsi des informations nécessaires et appropriées de chaque niveau des sciences, tandis qu'un domaine scientifique peut se trouver à l'intersection de plusieurs pathologies médicales. Ainsi, la génétique moléculaire, la biochimie, les sciences du comportement ont leur champ d'activité essentiellement horizontaux, avec pour but d'accroître les connaissances au même niveau de description. Établir des connexions entre les séquences moléculaires, les phénotypes, les conséquences en pathologie, le retentissement de la maladie au niveau de la société constitue précisément la spécificité du médecin. Cette interpénétration de la médecine avec les grands domaines scientifiques nécessite pour le médecin-chercheur l'emploi continuel d'outils nouveaux, permettant l'acquisition des données, l'usage d'un langage approprié et la formulation de concepts inédits. Ainsi, la recherche médicale amène à parler plusieurs langages, celui de l'informatique, celui du biologiste avec les biologistes, celui du médecin avec l'homme sain ou malade, celui du psychosociologue avec les chercheurs de l'homme, des chercheurs des sciences de l'homme et de la société. Un exemple tout récent, celui de la mucoviscidose, illustre bien le raisonnement vertical en médecine. Les équipes associant généticiens, biologistes moléculaires et cliniciens ont tout récemment découvert l'origine moléculaire de cette maladie. Le gène responsable code pour une protéine inconnue jusqu'à présent et dont un seul acide aminé manquant se trouverait à l'origine de 70% des cas de mucoviscidose. Cet exemple montre la puissance de ce que l'on appelle la génétique inverse, où l'étude des familles porteuses de mucoviscidose a permis de repérer le gène en cause et où la structure du gène a permis de prédire la protéine responsable. Dans la mucoviscidose, la protéine défectueuse serait vraisemblablement un canal ionique impliqué dans le transport du chlorure, ce qui suggère par ailleurs une voie possible de traitement de cette pathologie. De même que la génétique est indispensable à la recherche du biochimiste et du pharmacologue, elle aide en retour le clinicien à réviser l'approche clinique et biologique de la maladie. Nous savons maintenant que seulement 70% des mucoviscidoses correspondent à une mutation bien définie et que 30% sont dus à d'autres anomalies. Leur découverte amènera à construire de nouvelles relations entre les mutations du gène, les anomalies des protéines responsables du dysfonctionnement cellulaire et la traduction clinique de la maladie. Ainsi, la recherche biomédicale se doit d'exploiter toutes les sciences et d'établir un lien entre elles. Elle ne peut se contenter d'une vue réductionniste, si heuristique soit-elle. La décomposition du problème en des phénomènes de plus en plus simples, jusqu'à les réduire à deux conditions élémentaires, comme le proposait Claude Bernard, tout autant que la recomposition des phénomènes de plus en plus complexes sont la condition du progrès médical. Par définition, la tâche du médecin n'est jamais terminée, puisque son but est de chercher des solutions à des phénomènes de plus en plus intégrés. Par nécessité, le médecin scientifique doit être observateur, curieux,
à l'affût des acquis de la science, pour, à la lumière de l'expérience, faire jaillir de nouvelles idées. En ceci, le médecin, même dans sa pratique médicale courante, rejoint les caractéristiques du chercheur. La troisième tâche que doit assumer la recherche biomédicale est celle de perpétuer la longue tradition d'humanisme de la médecine sous ses formes modernes de réflexion éthique et de l'étude des interactions entre la santé et la société. Cette mission ambitieuse n'est pas à vrai dire nouvelle, car l'essence même de la recherche du médecin a toujours impliqué une dimension éthique. Elle n'est pas non plus la seule affaire des médecins. Les problèmes éthiques posés par les recherches scientifiques menées sur le corps humain soulèvent des questions dont la solution paraît résider, en partie du moins, dans l'adaptation du droit positif et la création de normes juridiques inédites. Les premières interrogations éthiques datent de l'évaluation scientifique des médicaments qui implique pour le patient le risque d'une thérapeutique dont les effets sont peu connus ou au contraire l'aléa de l'absence de traitement dans un groupe témoin. Mais les questions éthiques d'aujourd'hui et de demain sont d'une toute autre ampleur. Elles se situent bien au-delà des règles morales de l'expérimentation des médicaments. Leur importance est à la mesure des découvertes, étant donné l'extraordinaire progression des domaines du possible chez l'homme. Elles interpellent le chercheur, le médecin, le citoyen, les pouvoirs publics. La possibilité de moduler la réaction de rejet aux allogreffes autorise la transplantation d'organes jugée impossible jusqu'à présent. Elle soulève le problème de la commercialisation d'éléments du corps humain. La procréation médicalement assistée est une révolution médicale et sociale. Elle pose le problème de la conservation des œufs humains et du devenir des embryons surnuméraires, ainsi que les problèmes juridiques de filiation. Le diagnostic génétique prénatal, praticable demain dans les quelques 3000 maladies monogéniques, soulève la grave question de l'eugénisme. Enfin, la thérapie génique, l'introduction de gènes dans les cellules somatiques et germinales, permet aujourd'hui de faire chez l'animal, et sans doute demain chez l'homme, ce qui était impensable, modifier le phénotype d'un individu ou même, à volonté, notre espèce. Le chercheur produit les résultats et génère le progrès médical qui lui-même devance la réflexion éthique et le droit. C'est la mission première du chercheur et il peut considérer que là s'arrête son devoir. Il peut aussi, par sa réflexion, participer au grand débat que suscitent ses découvertes, en considérant que sa responsabilité est de ne pas abandonner à d'autres le soin de décider de l'usage qui en est fait. La crainte que nous devons avoir ne concerne pas en effet le nouveau savoir, mais l'utilisation de ce pouvoir, comme le dit Jean Dosset, toute nouvelle connaissance est une libération, toute ignorance est une limitation, car il ne faut pas confondre la connaissance qui est le propre et l'orgueil de l'homme avec l'utilisation bénéfique ou dangereuse des connaissances. Au-delà de la réflexion éthique qui concerne l'homme en tant qu'individu pris isolément ou dans son contexte familial, la mission de la médecine est de susciter et de promouvoir une recherche sur la santé de l'homme pris en tant que membre d'un groupe, d'une société, d'un pays. Cette recherche est d'une importance considérable pour analyser les paramètres économiques et sociaux, les facteurs d'environnement qui sont associés aux maladies et pour envisager les moyens susceptibles d'améliorer l'état de santé. L'application de ces découvertes à l'ensemble de la société dépend alors d'une volonté politique. Prenons 2 exemples dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Tout d'abord, ce type de recherche a démenti l'idée communément répandue que le risque de développer une maladie coronaire concerne avec prédilection les cadres, du fait de leur responsabilité et des contraintes de ce que l'on appelle la vie moderne. En réalité, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux s'observent plus fréquemment
dans les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées et les moins instruites en raison de l'obstacle à l'accès aux soins. L'autre exemple concerne l'hypertension artérielle. Depuis longtemps, on dit que le sujet de race noire est plus fréquemment hypertendu que le sujet de race blanche, et surtout qu'à chiffres égaux de pression artérielle, il développe plus souvent que le blanc des accidents cardiovasculaires. Ces faits sont habituellement attribués à des différences génétiques. Or, une étude récente, prospective américaine, a montré que lorsque les patients des deux races ont un accès égal aux soins dans une entreprise et qu'ils reçoivent un traitement antihypertenseur similaire, la morbidité et la mortalité cardiovasculaire sont semblables chez le noir et chez le blanc. Trop peu d'études interventionnelles de ce type ont été jusqu'à présent réalisées pour démontrer le bien fondé des hypothèses. Elles sont pourtant de la responsabilité du corps médical et social d'aujourd'hui. Elles permettront, avec la recherche fondamentale, à la fois de réduire les inégalités génétiques et de promouvoir l'égalité d'accès aux soins, garante d'un droit de tous à la santé et d'une égalité devant la maladie. L'étude de la régulation de la pression sanguine et de l'hypertension artérielle illustre bien en termes concrets les trois défis de la recherche biomédicale que j'ai décrits. Avec le tabagisme, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension artérielle concourt à la mort cardiovasculaire, la première cause de mort dans les pays développés. Il n'y a pas de frontière nette entre normotension et hypertension, mais une limite arbitraire fixée en fonction de la prévalence des maladies cardiovasculaires associées aux chiffres de pression artérielle. L'hypertension est donc différente des maladies où il existe une séparation claire entre la population dite saine et indemne et l'autre dite malade, telle qu'on la répertorie depuis l'Antiquité. Nous poserons donc comme hypothèse que du fait de cette continuité entre état sain et état prédisposant aux complications cardiovasculaires, l'hypertension est une anomalie de la physiologie de la régulation. Un exemple de physiologie pathologique. Nous verrons comment l'étude de l'hypertension artérielle a permis de faire des progrès décisifs en physiologie de la circulation sanguine. Comment elle sert de réflexion épistémologique à l'étude des autres grandes pathologies cardiovasculaires dégénératives grâce à l'acquisition de nouvelles méthodologies, de modes de pensée originaux et de concepts novateurs. La physiologie cardiovasculaire est née en 1628 grâce à l'œuvre remarquable de William Harvey qui, dans un petit livre de 72 pages, De motu cordis et sanguinis in animalibus, décrit les mouvements des oreillettes et des ventricules, traite de la petite circulation, ébauche la notion de grande circulation et montre le rôle des veines dans le retour du sang au cœur. Il note que la circulation est rapide ou lente, varie avec le tempérament, l'âge, les influences externes ou internes, les causes naturelles ou non, le sommeil, le repos, l'exercice, la nourriture, les agitations de l'âme et d'autres conditions semblables. Toute une réflexion actuelle sur la variabilité physiologique de la circulation et de la pression artérielle. Si l'Europe entière se rallie peu à peu à Harvey, la faculté de médecine de Paris résiste à l'idée révolutionnaire de circulation. Ce que stigmatise Molière dans cette réplique de Diafoirus dans Le Malade imaginaire, j'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Harvey introduit la notion de débit cardiaque, mais la première mesure de pression artérielle ne sera faite qu'un siècle plus tard, entre 1720 et 1730, par un révérend anglais, Stephen Hales. Hales n'était ni médecin, ni physiologiste, mais un botaniste, curieux de connaître les lois de l'hydraulique dans le monde vivant. Il s'intéressait tout autant à la pression de la sève dans les arbres qu'à celle du sang dans l'artère carotide d'une jument.
Ce n'est qu'un siècle plus tard encore que Poiseuille améliorera la méthodologie de mesure chez l'animal et déduira des chiffres de pression artérielle de l'ordre de 140 à 180 mm de mercure chez l'homme. Ici encore, Poiseuille, médecin et physicien, ne s'intéresse pas tant à la pression artérielle qu'à la résistance des vaisseaux à l'écoulement du sang. Le monde médical commence alors à s'ouvrir aux disciplines physiologiques. Magendie, Claude Bernard, Marais font rapidement progresser l'instrumentation en physiologie animale. Finalement, un outil de mesure simple, fiable et précis est offert aux cliniciens au début de ce siècle qui permet encore aujourd'hui d'effectuer l'un des gestes les plus courants de l'examen médical. Il aura donc fallu plus de 200 ans et les apports d'un botaniste, d'un physicien et de physiologistes pour que la pression artérielle soit mesurée par des médecins. Les progrès médicaux dépendent étroitement de ceux de l'instrumentation. L'hypertension ne pouvait exister sans mesure adéquate de la pression artérielle. Et cette leçon du passé doit nous servir pour l'avenir. La pression artérielle que nous mesurons aujourd'hui n'est qu'une valeur instantanée reflétant bien imparfaitement le régime tensionnel que subissent nos 150 km de vaisseau pendant des heures, des jours, des années. Savoir évaluer le niveau de la pression artérielle au long cours constituerait un grand progrès. L'idée que des chiffres tensionnels élevés pouvaient être pathologiques n'est venue que lentement à l'esprit des médecins. Certes, Petain notait déjà que les chiffres de pression artérielle pouvaient varier considérablement d'un état morbide à un autre. Ainsi, en 1902, dans son ouvrage sur la pression artérielle de l'homme à l'état normal et à l'état physiologique, il note que la tuberculose apparaît comme une maladie à pression basse et les néphrites des affections à pression forte. En 1936, Vaquès pressent que l'hypertension peut être une maladie lorsqu'il écrit qu'un trouble fonctionnel suffit pour provoquer l'hypertension artérielle et que c'est bien par les altérations physico-chimiques du milieu organique que la maladie se crée. La réticence à individualiser une maladie hypertensive jusqu'au premier tiers de ce siècle provient de la difficulté à concevoir qu'un dérèglement primaire d'une variable physiologique puisse conduire à une maladie. Nous sommes en présence d'un raisonnement nouveau en médecine, parce que l'approche fonctionnelle prime l'analyse morphologique. Il faudra plusieurs décennies pour que la preuve soit faite que des chiffres élevés de pression artérielle ne sont pas les simples témoins d'un état morbide, mais peuvent créer par eux-mêmes une maladie nouvelle. La démonstration a été apportée par 3 arguments successifs. Les constatations tirées d'observations rétrospectives, les résultats de la plus grande enquête épidémiologique cardiovasculaire prospective jamais réalisée, enfin, la régression de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire grâce aux antihypertenseurs. Le recueil minutieux, méthodique et sur une longue durée de données médicales par un praticien de ville peut être à l'origine de constatations déterminantes. Ainsi en est-il de celle des Janouet, père et fils, qui découvrirent en mesurant systématiquement la pression artérielle chez près de 8000 patients entre 1903 et 1912, que leurs malades avec pression artérielle à plus de 160 mm de mercure avaient une espérance de vie raccourcie et qu'ils souffraient de complications cardiaques et vasculaires plus fréquemment que leurs patients normaux tendus. Une incidence financière peu banale mais logique n'a pas tardé. Au vu des travaux de Janouet, les compagnies d'assurance décidèrent de ne plus assurer les patients ayant une pression artérielle supérieure à 150 mm de mercure. Toutefois, on leur doit des études précises qui ont permis de chiffrer le risque cardiovasculaire exact de chaque niveau tensionnel et de réaliser que ce risque persiste à l'intérieur même des valeurs dites normales. Le deuxième argument a été celui du recueil prospectif de plusieurs variables afin d'observer les liens quantitatifs qui les unissent et de tenter d'en établir les mécanismes. L'épidémiologie cardiovasculaire résulte d'une étude sans précédent
qui a commencé en 1950 à Framingham, une petite ville du Massachusetts. Le but était de suivre pendant 20 ans la survenue de maladies cardiovasculaires dans un échantillon représentatif d'adultes en fonction de données cliniques et biologiques régulièrement mesurées. Cette étude, qui se poursuit en fait actuellement, avec les descendants des patients recrutés initialement, est unique et est un modèle en épidémiologie. Grâce à elle, les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ont été caractérisés et quantifiés. Ainsi, l'hypertension systolique ou diastolique, variable ou permanente, à n'importe quel âge et dans les deux sexes, s'avère-t-elle être un facteur de risque puissant et indépendant du développement d'une maladie cardiovasculaire. Le concept de normalité a évolué lorsqu'il a été possible de mesurer la part absolue et relative jouée par chacun des facteurs de risque dans l'incidence des maladies cardiovasculaires. La notion de valeur optimale, compatible avec une espérance de vie allongée chez les patients à haut risque, a remplacé celle de valeur moyenne. La constatation d'une association entre un trait clinique ou biologique et la survenue de la mort ou de la maladie cardiovasculaire permet de proposer des hypothèses, mais n'autorise pas à conclure à une réelle relation de causalité. Le progrès décisif vient de la possibilité d'intervenir sur un événement naturel. Il a fallu démontrer qu'abaisser la pression artérielle chez un patient hypertendu non seulement ne l'aggravait pas ou ne hâtait pas sa mort, mais pouvait le mettre à l'abri de complications cardiaques et prolonger sa vie. C'est le troisième argument. Les premiers à oser tenter chez l'homme une intervention pour abaisser la pression artérielle furent Rowntree et Hudson, neurochirurgiens à la Mayo Clinic. Ils pratiquèrent en 1925 une interruption du sympathique lombaire chez un patient ayant une hypertension artérielle sévère, espérant obtenir une relaxation des vaisseaux rétrécis sous l'influence du système nerveux sympathique. Les résultats ne furent pas probants, mais l'idée d'une interruption du système nerveux sympathique, cette fois chimique, fut reprise plus tard à l'aide des ganglioplégiques dans les années 1950. Puis, ce fut la découverte de plusieurs classes de médicaments antihypertenseurs, fait du hasard ou récemment du raisonnement guidé par des bases physiopathologiques. Pour la première fois dans une maladie cardiovasculaire, des essais thérapeutiques rigoureux furent mis en œuvre. Ils ont nécessité le recrutement d'un nombre croissant de patients, suivis de plus en plus longtemps, au fur et à mesure que l'on cherchait à démontrer l'effet bénéfique du traitement antihypertenseur pour des valeurs initiales de pression artérielle diastolique qui se rapprochaient de 90 mm de mercure. Parallèlement, la connaissance de l'hypertension artérielle a été popularisée, la maladie enseignée et traitée. Le résultat de ces efforts s'est traduit par une réduction spectaculaire des accidents vasculaires cérébraux et un allongement de l'espérance de vie dans tous les pays développés au cours des dernières décennies. Deux grandes interrogations subsistent toutefois. Il n'est pas encore démontré que le traitement antihypertenseur réduit l'incidence des maladies coronariennes, ce qui met en question l'existence d'un rapport causal direct entre hypertension et coronaropathie. D'autre part, si les relations entre hypertension et maladies cardiovasculaires sont bien établies à l'échelon d'un groupe de patients, nous restons incapables, pour un individu donné, de prédire son risque de mortalité ou de morbidité cardiovasculaire du fait de la grande variabilité des données. Il existe non pas un, mais une dizaine de mécanismes de régulation de la pression artérielle. Et il est probable qu'il n'y a pas une, mais des explications de l'hypertension artérielle et qu'il ne saurait donc y avoir de théorie unificatrice de cette ou mieux de ces maladies. La pression et ses variations sont transmises à différents capteurs étagés tout au long du système cardiovasculaire. L'information physique est convertie en messages chimiques et en impulsions électriques qui arrivent aux effecteurs pour régler en retour le débit sanguin et la pression artérielle.
Le niveau d'intervention, le temps de réponse et le gain de ces systèmes de régulation varient considérablement d'un système à un autre. Une autre donnée doit être prise en compte, celle du temps. Le vieillissement modifie la sensibilité et le gain des différents systèmes de contrôle. Enfin, l'intensité de la réponse précive à un stimulus donné, humoral ou nerveux, va dépendre de la structure des vaisseaux. Avec l'âge, la paroi artérielle s'épaissit, la lumière de l'artère se rétrécit et on observe une amplification de la réponse précive. Comme on le voit, la régulation de la pression artérielle est particulièrement complexe, ce qu'Irving Page a illustré par sa théorie mosaïque de l'hypertension. Or, pour le physiologiste et pour le clinicien, il est essentiel de savoir quels sont les facteurs prédominants, c'est-à-dire d'identifier ceux qui peuvent avoir un effet durable et permanent sur le niveau de pression artérielle. Tenter d'établir une hiérarchie entre de nombreux systèmes aussi complexes aurait été sans doute vain sans l'exemple de la pathologie. Il y a plus de 20 ans, avec Joël Ménard, nous avons décidé de travailler sur le rôle du système rénine-angiotensine dans le contrôle de la pression artérielle et du métabolisme de l'eau et du sel. Le choix de ce système reposait sur 3 arguments. L'importance du rein dans le contrôle de la pression artérielle, la relative facilité d'explorer les différents composants de ce système grâce à des mesures plasmatiques, enfin l'implication de la rénine dans la genèse de certaines hypertensions expérimentales et humaines. Il nous fallait caractériser et explorer les éléments de ce système, puis élaborer des produits capables de l'inhiber spécifiquement pour apprécier son importance en physiologie et en pathologie. La première démonstration claire d'une relation entre le rein et l'hypertension artérielle expérimentale est due à un chirurgien américain, Harry Goldblatt. Pour la première fois, en 1934, une hypertension artérielle reproductible pouvait être obtenue chez le chien en réduisant le flux sanguin rénal par constriction des 2 artères rénales ou d'une artère rénale si l'autre rein avait été enlevé. Cette découverte avait une application clinique immédiate, puisqu'un certain nombre de patients ont une hypertension liée à une sténose sur une ou plusieurs artères rénales. Les expériences de Goldblatt permirent de redécouvrir le travail de pionnier de 2 chercheurs scandinaves, Tigerstedt et Bergman. Ils montrèrent en 1898 qu'un extrait salin de rein de lapin, administré par voie intraveineuse, élevait de façon marquée et prolongée la pression artérielle. Ils le nommaient rénine et conclurent que cette substance pouvait éventuellement jouer un rôle dans le maintien du tonus vasculaire normal, qu'elle pouvait être formée en excès et dans ce cas exercer une action durable sur les vaisseaux, que l'hypertrophie du cœur pourrait être finalement le résultat de cet excès de rénine. En 1940, la biochimie de ce système naissait par la découverte simultanée de Page et de Helmer aux États-Unis et de Brown-Menendez en Argentine. Ils découvraient que la rénine était une enzyme, que le produit de la réaction était inactif par lui-même et devait être converti par une deuxième enzyme pour produire le peptide actif. Ainsi est mise en place la cascade d'événements enzymatiques conduisant à l'élaboration de l'angiotensine 2, l'un des produits les plus vasopresseurs de l'organisme. L'une des particularités intéressantes du système rénine-angiotensine est qu'il fait appel à un mécanisme élaboré de régulation, endocrinien et enzymatique. L'endocrinologie classique enseigne qu'une hormone est un médiateur synthétisé dans une cellule spécialisée, sécrété dans le plasma et qui agit sur un organe cible après avoir été reconnu et capté par un récepteur spécifique. La production de l'hormone est modulée grâce à des signaux reçus par la cellule endocrine, la finalité de cette boucle endocrinienne étant le maintien de la constance du milieu intérieur. L'angiotensine 2, le médiateur du système rénine, ne peut pas être classée au rang des hormones au même titre que la CTH par exemple, car elle n'est pas sécrétée par une cellule endocrine. Elle est le produit d'une série de réactions enzymatiques dont seule la première étape est limitante. Les variations d'angiotensine 2 plasmatique
dépendent donc in fine du taux de production de la rénine, véritable cerveau du système rénine-angiotensine. Lorsque nous avons commencé nos recherches, l'activité rénine n'était mesurée que par son effet presseur chez le rat, sa structure était totalement inconnue et il n'existait pas d'inhibiteur spécifique du système rénine-angiotensine. En utilisant les techniques de biochimie, puis de génétique moléculaire à partir de 1980, grâce notamment à l'aide de François Roujon à l'Institut Pasteur, en produisant des anticorps monoclonaux, en synthétisant des peptides et en nous servant de nombreux modèles animaux, nous avons été de découverte en découverte. Ainsi, la nature a utilisé des gènes ancestraux pour les faire évoluer en gènes à fonction unique. La rénine, qui sera le sujet du cours de cette année, a une généalogie maintenant bien établie. Elle appartient à la famille des protéases acides, dont l'ancêtre commun date de centaines de millions d'années et dont la version la plus simple est trouvée dans les rétrovirus. Si l'enchaînement des acides aminés varie dans les membres de la famille, la même architecture spatiale que l'on peut modéliser par ordinateur est conservée. Le mécanisme interne du fonctionnement de la rénine est le même que celui des autres membres de la famille. La conception d'inhibiteurs de rénine peut donc servir à la découverte d'inhibiteurs d'autres enzymes proches, telles que celles présentes dans le virus du sida et qui sert à l'assemblage des protéines virales. Une autre étape possible d'inhibition du système rénine est le blocage de l'enzyme qui convertit l'angiotensine 1 en angiotensine 2, le peptide actif. Or, cette enzyme fait partie d'une grande famille de protéases, les métallopeptidases à zinc. En formulant un certain nombre d'hypothèses sur la nature du site catalytique de cette enzyme, Cushman et Ondetti ont conçu à Princeton des inhibiteurs remarquablement puissants. Ainsi, l'étude comparative de protéines apparentées permet-elle d'établir des déductions générales sur leur fonctionnement enzymatique et de concevoir une synthèse ciblée d'inhibiteurs. Les découvertes amenées par les inhibiteurs du système rénine sont d'ordre physiologique et pathologique. En physiologie humaine, nous pouvons quantifier l'effet de la rénine dans le contrôle de la pression artérielle, du métabolisme hydrosodé et de la fonction rénale. Nous connaissons le niveau d'intervention, le temps de réponse et le gain quasi infini de ce système. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'un système majeur de sauvegarde des grandes fonctions de l'organisme contre la perte de sel, mais qu'il joue un rôle plus modeste en cas d'apport sodé normal. On peut considérer qu'à long terme, la pression est réglée par un ajustement entre la balance hydrosodée et le système rénine-angiotensine-aldostérone. En pathologie hypertensive, l'utilisation des inhibiteurs du système rénine-angiotensine a tout d'abord confirmé le rôle de la rénine dans l'hypertension artérielle rénovasculaire. En revanche, l'abaissement de la pression artérielle obtenu par ces inhibiteurs chez le rat génétiquement hypertendu fut une surprise. L'hypothèse était en effet que le système rénine ne jouait aucun rôle dans le déclenchement ou l'entretien de ce type d'hypertension, puisque le taux de rénine plasmatique n'était pas élevé, voisin de celui des animaux normotendus. Les expériences réalisées dans ce modèle d'hypertension expérimentale ont permis de prédire l'effet antihypertenseur des inhibiteurs du système rénine dans l'hypertension humaine. Si la rénine joue bien un rôle dans le contrôle de la pression artérielle chez le sujet normal, et si son inhibition conduit à un abaissement de la pression artérielle chez l'hypertendu, il reste à savoir si un dérèglement primaire de ce système pourrait être en cause dans l'hypertension essentielle. En pathologie cardiaque, une autre découverte importante a été faite en suivant la même méthodologie. L'étude des animaux porteurs d'insuffisance cardiaque expérimentale a en effet montré que le blocage de la rénine s'accompagnait d'une amélioration des performances du cœur du fait de la diminution des résistances tissulaires périphériques. De même, chez l'homme, l'utilisation des inhibiteurs du système rénine-angiotensine prolonge l'espérance de vie des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Enfin, la manipulation des gènes
intervenant dans la régulation de la pression artérielle constitue une nouvelle possibilité d'étude des mécanismes de contrôle de la pression. Il est possible aujourd'hui d'introduire des gènes supplémentaires et peut-être demain de remplacer des gènes normaux dans des œufs fertilisés et de faire exprimer leurs produits dans des animaux transgéniques. Ainsi, les premières expériences réalisées à Heidelberg montrent l'apparition d'une hypertension fulminante chez des rats transgéniques ayant intégré dans leur génome plusieurs copies du gène rénine. Ces techniques permettent donc de créer des maladies génétiques expérimentales, d'apprécier l'effet d'un gène donné sur une grande fonction de l'organisme et de générer de nouveaux modèles animaux pour l'étude spécifique d'agents pharmacologiques. Nous avons vu à l'aide du système rénine la méthode expérimentale utilisée actuellement pour quantifier l'effet spécifique d'un des nombreux éléments de régulation de la pression artérielle. L'effecteur sur lequel s'effectue cette régulation, la paroi artérielle, constitue un autre grand axe de recherche. Les deux principaux constituants de la paroi artérielle sont les cellules musculaires lisses vasculaires et les cellules endothéliales. L'endothélium étant à l'interface du sang et de la couche cellulaire musculaire. Le fonctionnement de l'artère est réglé par des mécanismes de commande neuro-humoraux et endocriniens tels que l'angiotensine 2 ou par des médiateurs libérés localement qui permettent notamment aux cellules endothéliales de communiquer avec les cellules musculaires lisses vasculaires. L'état de relaxation ou de contraction des cellules musculaires lisses dépend en fin de compte des variations de concentration intracellulaire d'un ion majeur, le calcium. Des boucles internes de régulation intracellulaire des teneurs en calcium permettent de régler rapidement le taux d'activité de la cellule et d'aboutir au contrôle du glissement des protéines contractiles. Les cellules musculaires lisses vasculaires sont aussi capables de modifier la structure de la paroi artérielle par la synthèse et la sécrétion des éléments constitutifs de la matrice extracellulaire. Elles peuvent migrer, s'hypertrophier, se multiplier. Or, les mêmes messagers qui sont responsables de l'état de contraction-relaxation, comme par exemple l'angiotensine 2, sont capables d'induire ces modifications d'activité de la cellule. Les médiateurs intracellulaires de ces phénomènes commencent à être connus et sont de nouvelles cibles potentielles pour la recherche d'antihypertenseurs ou d'agents anti-athéromateux. Une perturbation des mécanismes fondamentaux responsables de la fonction contractile des cellules musculaires lisses et de la structure de la paroi artérielle aboutissent de façon relativement univoque à l'athérosclérose. Il pourrait être mis en jeu par des processus aussi différents que l'hypertension, le vieillissement ou l'intoxication tabagique. Pour terminer, je souhaiterais aborder rapidement le contrôle génétique d'une fonction aussi complexe que la régulation du niveau tensionnel et de la prédisposition héréditaire à l'hypertension. L'hypothèse est qu'il existe un nombre limité de gènes dont l'effet serait fort sur le niveau de la pression artérielle. Deux stratégies sont possibles. La première consiste à considérer que l'hypertension artérielle provient du dysfonctionnement d'un nombre limité de systèmes de régulation déjà bien identifiés et de tenter de les analyser un par un au niveau génétique. La description progressive de multiples relations entre les gènes candidats, les phénotypes intermédiaires et leur effet sur la pression artérielle permettrait d'assigner à chacun de ces gènes un effet sur le niveau tensionnel. On retrouve par cette approche verticale l'un des modes de raisonnement médical que j'ai souligné au début. Une autre approche consiste à privilégier les études de liaison génétique sur des familles riches d'informations par le nombre de sujets atteints, la sévérité ou l'expression particulière de la maladie. Le but est alors de rechercher une liaison génétique entre la maladie et l'ensemble du génome. Ainsi, une étude pourrait être menée
pour rechercher une liaison entre le phénotype hypertension et des marqueurs étagés sur tout le génome, et la mise en évidence d'une liaison avec un locus devrait être suivie d'une identification du gène responsable. Nous ne nous dissimulons pas la difficulté de ces recherches, mais l'enjeu est considérable. Ce qui intéresse le patient est de connaître son risque de développer une maladie, de savoir les mesures qu'il doit prendre pour modifier ses habitudes de vie et de saisir la justification de son traitement. C'est en appréciant sa prédisposition génétique aux maladies cardiovasculaires et en repérant les gènes qui le rendent particulièrement sensible à tel ou tel facteur d'environnement que nous répondrons à cette question lancinante. Un temps d'arrêt sur image, telle est l'occasion d'une leçon. Quelques éléments ont situé l'action actuelle à l'aide de plans d'ensemble et de flashbacks. Quelques plans américains ont été nécessaires, voire un détail en gros plan. Le montage n'a pas été innocent lui non plus. Qui saurait mieux résumer cette quête improbable de la vérité qu'Orson Welles? Dans le commentaire qu'il fait sur son film Citizen Kane, il écrit au sujet de son héros « Tout dépend de celui qui en parle ». Il n'est jamais vu à travers l'œil objectif d'un auteur. Le but du film réside d'ailleurs plus dans la présentation du problème que dans sa solution. C'est ce que je me suis efforcé de faire ce soir.